qui est assez simple à comprendre. Mais donc c'est un cours qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que c'est un motif de consultation qui est vraiment, vraiment fréquent. Donc, vous allez voir qu'aux urgences, que ce soit les urgences gynécologie ou les urgences d'obstétrique, la douleur, c'est souvent le motif qui pousse la patiente à consulter. Après, il faut savoir qu'il faut distinguer une douleur pelvienne aiguë, où on va dire l'urgence vitale où l'urgence est plus, donc il est plus urgent de prendre en charge cette patiente, de la douleur pelvienne chronique, où on a plus de temps pour faire notre enquête étiologique et trouver l'étiologie de cette douleur. Donc, elles peuvent être permanentes, donc répétées, les intervalles, donc elles sont difficiles à interpréter. Alors, à l'étranger, ils utilisent ce qu'on appelle une échelle visuelle de la douleur, une échelle visuelle analogique de la douleur, où on demande à la patiente de coter la douleur de 0 à 10, et puis selon la cote qu'elle donne, ils vont décider du choix de l'antalgie qu'ils vont lui donner. Bon, nous, malheureusement, on n'a pas encore cette systématisation de l'interrogatoire. Mais de toute façon, une douleur pelvienne aiguë vraiment importante, généralement, ça se voit au faciès. On n'a même pas besoin de parler à la patiente. On voit qu'il y a un faciès qui est vraiment… on voit qu'elle a vraiment mal, ça se voit généralement. Et puis, on a à côté un pouls qui est donc, plus rapide que chez les patients normaux. Et là, on va commencer, donc on va voir selon la position aussi, parce que généralement, ils viennent dans une position antalgique. Voilà. Donc, après la douleur pelvienne, elle peut révéler beaucoup de pathologies, que ce soit de la sphère génitale, du système digestif, urinaire ou ostéo-articulaire. Donc, il faut bien faire son interrogatoire et bien faire son examen clinique pour arriver à déterminer l'étiologie de cette douleur pelvienne. Voilà. Après, bien sûr, en dernier lieu, on a ce qu'on appelle les pelvialgies qui sont l'expression de conflits psychologiques. Donc là, c'est vraiment un diagnostic d'élimination. C'est quand on a trouvé aucune cause douloureuse organique. Donc là, on va commencer à se poser la question de est-ce que c'est pas une somatisation de la douleur? Donc, après, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment un examen, c'est vraiment un diagnostic étiologique voilà, c'est quand on est sûr qu'il n'y a rien du tout, il n'y a rien d'organique, c'est vraiment un diagnostic d'exclusion. Donc, voilà, il ne faut pas systématiquement mettre la douleur sur ça, parce que généralement, les femmes, elles ont tendance à somatiser sur la sphère pelvienne. Donc, quand il y a un conflit psychologique, il y a plus tendance à somatiser sur la sphère pelvienne que sur les autres sphères. Voilà. Ensuite, on a les douleurs chroniques après les étiologies des douleurs pelviennes aiguës et douleurs pelviennes. Docteur, excusez-moi. Oui. Il y a des étudiants qui veulent être acceptés. Je vais faire ça tout de suite. Donc, voilà. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, les éléments d'orientation. Donc, bien sûr, avant de passer sur l'examen clinique, à moins qu'il y ait vraiment urgence de prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire s'il y a un état de choc, à moins qu'il y ait un état de choc, il faut toujours commencer par un interrogatoire bien orienté donc, sur l'intensité, la périodicité. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a une position antalgique? Est-ce qu'il y a une efficacité? Est-ce qu'il y a des irradiations? C'est quoi comme type de douleur? Est-ce que c'est un tiraillement, une déchirure? Il faut chercher les facteurs déclenchants, les antécédents médicaux, obstétricaux, chercher une notion d'intervention chirurgicale. Donc ça, c'est surtout c'est beaucoup plus pour les douleurs chroniques. Parce que généralement, les douleurs pelviennes aiguës, on a juste le temps de demander tout ce qui est âge, antécédents médicaux et voilà, généralement rapidement, il faut examiner cette patiente parce que quand c'est aigu, il y a urgence à poser un diagnostic. Voilà, après, il faut chercher les signes qui accompagnent cette douleur. Donc, est-ce qu'il y a des signes urinaires? Est-ce qu'il y a des signes digestifs? Est-ce qu'il y a un contexte infectieux? Voilà, est-ce qu'il y a un contexte de conflit social? Donc, on demande les antécédents médicaux et chirurgicaux. Donc là, je vous ai mis un petit schéma
parce qu'on me pose souvent, donc j'ai beaucoup d'externes qui viennent me demander à propos des bartholinites. Donc la bartholinite, ce n'est pas une douleur pelvienne, c'est plus une douleur périnéale. D'accord, donc c'est une douleur périnéale. Donc là, c'est pour que j'ai mis ce schéma pour qu'ils comprennent où est la glande de Bartholin, où est l'urètre, où est le clitoris, et voilà, pour avoir une idée quand même de l'anatomie, sur l'anatomie de la femme. Voilà, donc on a dit, on fait notre on fait notre interrogatoire, un interrogatoire qui doit être bien, bien précis, orienté. Ensuite, on passe à l'examen clinique. Après l'examen clinique, d'abord on va voir est-ce qu'il y a un syndrome fébrile. Ensuite, on va commencer à examiner l'abdomen parce que généralement, quand il y a une urgence chirurgicale, souvent il y a la défense, voir la contracture. Ensuite, la sensibilité, on va voir, on va examiner donc voilà, quadrant par quadrant. On va voir au niveau des hypochondres droits, on va chercher ce qu'il n'y a pas un signe de Murphy, euh, voir un petit peu où se situe, où il y a une augmentation de la douleur quand on palpe. Donc, généralement, ça nous oriente un petit peu. Voir un petit peu la fosse iliaque droite, est-ce que ce n'est pas une appendicite? Voir les fosses lombaires, est-ce qu'il n'y a pas une douleur à l'ébranlement des fosses lombaires? Là, là, on va plus penser à une pyélonéphrite. Généralement, quand on a cette douleur, on va demander est-ce qu'il n'y a pas des signes urinaires qui accompagnent. Généralement, il y a des signes urinaires qui ont précédé dans les jours qui ont précédé. Voilà. Et ostéo-articulaire, généralement, quand c'est ostéo-articulaire, c'est assez facile à, à différencier. Ensuite, après avoir palpé l'abdomen, après avoir cherché des cicatrices, est-ce qu'il y a des cicatrices en LMSO? Est-ce qu'il n'y a pas. Donc, ça va nous orienter quand même dans notre diagnostic étiologique. S'il y a une cicatrice, on va peut-être penser à une occlusion. Peut-être qu'on va se dire que voilà, qu'il y a une occlusion sur bride. On se dit peut-être que c'est juste, si c'est des douleurs pelviennes chroniques, on va se dire que c'est peut-être des adhérences. Parce qu'il faut savoir que les adhérences post-chirurgicales, elles peuvent nous donner des douleurs pelviennes chroniques. Ensuite, donc, on passe à l'examen gynécologique. Donc, l'examen gynécologique, ça ne donne pas beaucoup de renseignements, mais il faut le faire. Donc, il faut inspecter la vulve, les glandes, prendre son spéculum, inspecter le col, la glaire, le vagin. On va chercher est-ce qu'il y a une inflammation, est-ce qu'il y a des signes d'infection. Après, systématiquement, chez toutes les femmes, il faut avoir le réflexe de demander est-ce qu'elle est à jour sur ses frottis. D'accord? Systématiquement. Même si elle vient, c'est vrai qu'il faut pallier à la douleur, il faut traiter la douleur, mais il faut aussi penser au dépistage systématiquement chez toutes les patientes qui viennent, parce qu'il faut savoir que le cancer du col, c'est une pathologie qui est assez fréquente et c'est une pathologie qu'on peut prévenir tellement facilement grâce au frottis qu'il serait vraiment dommage, c'est vraiment dommage de perdre autant de patientes qui n'ont pas fait un examen tout simple qui est le frottis. Donc, systématiquement, il faut penser au frottis. Ensuite, après le spéculum, une fois qu'on a examiné ce spéculum, on enlève notre spéculum et là, on passe au toucher. Là, on va vérifier la taille, la position donc, de l'utérus. Les utérus qui vont être plus globuleux, on va se dire que c'est peut-être une adénomiose, c'est une forme d'endométriose. C'est lorsque le tissu endométrial est présent dans l'épaisseur du myomètre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose. Et l'adénomiose, c'est une des causes donc, de douleurs pelviennes chroniques. Donc, on va voir notre taille, la position. On va voir est-ce qu'il n'y a pas une hypermobilité. S'il y a une hypermobilité, on va penser à une déchirure des ligaments. Toujours, c'est souvent une cause de douleur pelvienne chronique. On va voir est-ce qu'il n'y a pas de douleur à la mobilité utérine. Douleur à la mobilité utérine, ça nous oriente plus vers une infection génitale haute, donc tout ce qui est endométrite, etc. Ensuite, on va aller chercher ce qu'il n'y a pas une masse latéro-utérine, toujours lors du toucher. Parce que généralement, comme j'ai expliqué, enfin, je pense que je l'ai expliqué plus à l'ancien groupe, le toucher vaginal, ce n'est pas juste 2 doigts dans le vagin. C'est un examen qui doit être bimanuel, c'est-à-dire qu'il faut utiliser ses 2 mains. Une main en intravaginal et une main en sus abdominal. Donc, une main qui va aller chercher le col, qui va aller chercher, essayer de mobiliser, et une main qui va aller chercher au niveau de l'abdomen donc, à trouver cet utérus, à le mobiliser, à chercher une masse latéro-utérine. Bien sûr, il faut généralement, ce n'est pas dans le contexte de douleur aiguë, parce que là, généralement, la patiente, elle a tendance à se contracter. Ce n'est pas évident de bien faire son examen clinique. Donc, après le toucher,
Si on suspecte une endométriose ou un cancer, souvent, il faut associer le toucher rectal. Pourquoi le toucher rectal? Parce que l'endométriose, souvent, il y a des lésions rectovaginales, des nodules endométriosiques. Et les cancers, c'est pour voir l'extension. Est-ce qu'il y a une extension au paramètre ou pas? Le paramètre, c'est une partie du ligament large, donc la partie latérale qui va de part et d'autre de l'isthme cervical. Donc ça, c'est pour que vous ayez une idée. Les paramètres, vous allez en entendre beaucoup parler quand on va faire le cancer du col. Voilà, donc là, on a fait notre examen clinique. On a examiné l'abdomen, on a examiné le col, on a fait notre toucher vaginal. À partir de là, on va commencer grâce à l'interrogatoire et l'examen clinique, on va commencer à être orienté. Donc, les douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire c'est des douleurs généralement qui évoluent depuis plus de 6 mois. Donc là, comme je vous ai dit, il faut souvent demander est-ce que c'est cyclique ou pas. Donc, si c'est cyclique, c'est-à-dire que c'est souvent un syndrome intermenstruel ou prémenstruel. Il faut savoir que généralement, au moment de l'ovulation, il y a beaucoup de femmes qui ressentent l'ovulation, qui vont avoir des petites douleurs vers J14. Ça, c'est tout à fait physiologique, il ne faut pas chercher à traiter. D'ailleurs, souvent, il y a un petit spotting, un tout petit saignement qui est tout à fait physiologique, qui n'est pas pathologique. Là, il ne faut pas chercher à traiter, c'est tout à fait normal. Après, le syndrome prémenstruel, il peut être plus difficile à supporter pour certaines jeunes filles ou femmes. Donc là, il faut donner un traitement. Généralement, c'est des antalgiques, parfois des anti-inflammatoires. Souvent, on arrive aux anti-inflammatoires et un progestatif lors de la deuxième phase du cycle. Ensuite, donc, ça, c'est une orientation diagnostique pour les douleurs chroniques cycliques. Ensuite, on peut penser à des dysménorrhées. Donc, il faut savoir donc, que les dysménorrhées, c'est soit si elles sont légères, qu'elles ne sont pas aussi handicapantes, si elles ne sont pas handicapantes, qu'elles ne sont pas source d'absentéisme, généralement, on va penser parce qu'il y a certaines femmes qui ressentent plus la contractilité. Parce qu'il faut savoir que pendant les règles, l'utérus se contracte pour évacuer donc, les débris. Et certaines femmes ressentent ces contractions plus que d'autres. Donc, c'est ce qui fait que les règles, ça fait mal chez certaines filles, ça ne fait pas forcément mal chez d'autres. Après, si c'est vraiment des douleurs vraiment insupportables, que c'est une source d'absentéisme et qu'après il y a un retentissement psychosocial, là, il faut plus penser à une endométriose. Et souvent, c'est une endométriose qui donne ces douleurs et là, ce n'est pas forcément la même prise en charge. Voilà, donc je passe à l'endométriose. Souvent, l'endométriose, à côté des dysménorrhées, on a des dyspareunies. Après, selon l'étendue de l'endométriose, parce qu'il y a l'endométriose qui elle peut être légère, elle peut être modérée, elle peut être sévère. Selon l'étendue des lésions, on va avoir une symptomatologie différente. Et puis, selon les patientes, donc on peut avoir des dyspareunies, des dyschésies. Les dyschésies, c'est quoi? C'est des douleurs lors de la défécation. Parce que souvent, il y a des petits nodules endométriosiques qui peuvent toucher même le système digestif. Donc, si ça touche le rectum, ou voilà, si ça touche le rectum, on peut avoir des nodules endométriosiques à ce niveau. Et là, on va avoir une symptomatologie rectale, des troubles urinaires, une infertilité, souvent retrouvée. Donc là, c'est l'échographie, l'IRM, voire cystoscopie, qui va suivre notre diagnostic. Bien sûr, selon, comme je vous ai dit, la gravité des lésions. Ensuite, on a tout ce qui est malformation utéro-vaginale, sténose du col. Pourquoi sténose du col? Parce que quand le col est sténosé, on va avoir une rétention des règles. Et quand on a une rétention, on va avoir une petite surdistension de l'utérus. Et là, ça donne un petit peu des douleurs. Donc, l'utérus va il va se contracter, lutter pour évacuer ces débris. Et la sténose empêche de les évacuer. Voilà, donc ça, c'est pour les douleurs chroniques cycliques. Ensuite, on a les douleurs chroniques non cycliques. Donc, les douleurs chroniques non cycliques, ça veut dire que là, on va être orienté vers d'autres pathologies. Donc là, on va être orienté vers une infection génitale chronique, une endométriose pelvienne. Donc, l'endométriose, il faut savoir qu'elle peut donner des douleurs cycliques, comme elle peut donner des douleurs non cycliques. D'accord? Ça va dans les deux catégories. Ça peut être un fibrome. Souvent, les petits. Alors, faut savoir que les petits fibromes qui ne sont pas en nécrobiose ne font pas mal. Donc, une patiente qui consulte, on trouve un petit fibrome de 3 cm, la douleur ne vient pas du fibrome. D'accord?
Donc là, systématiquement, à moins qu'il soit vraiment volumineux, qu'il y ait une sensation de pesanteur ou qu'il soit en nécrobiose, le fibrome ne fait pas mal. Ensuite, on a les tumeurs ovariennes. Donc les tumeurs ovariennes, elles peuvent être bénignes ou malignes. On a les malpositions utérines. Souvent, les utérus rétroversés, il y a des douleurs pelviennes. Après, il faut savoir aussi que les utérus rétroversés, souvent, c'est à cause d'une endométriose. Parce que l'endométriose, qui va souvent en rétro-utérin, va faire que l'utérus va être collé à la partie postérieure. On a aussi ce qu'on appelle le syndrome de Master et Alain. C'est quoi le syndrome de Master et Alain? C'est un syndrome qui a été décrit où on va avoir une douleur pelvienne chronique due à des déchirures ligamentaires, souvent qui ont succédé à un accouchement un peu traumatique. Voilà, où il y a eu des manœuvres obstétricales et par la suite une déchirure des ligaments. Donc là, on va avoir une hypermobilité utérine et cette hypermobilité utérine va faire que quand la femme elle marche, elle va sentir des douleurs pelviennes chroniques. Ensuite, on a les causes extra-gynécologiques. Donc là, il faut systématiquement penser aux causes digestives, tout ce qui est colite, MICI, les causes urologiques, tout ce qui est cystite chronique, névralgie pudendale. Névralgie pudendale, c'est névralgie du nerf, voilà, du nerf pudendal ou ce qu'on appelait anciennement le nerf honteux. Avant, on appelait ça le nerf honteux. Donc, c'est possible que dans vos manuels d'anatomie de première, deuxième année, vous ayez ce nom-là au lieu de pudendal. Alors là, c'est une image. Je ne sais pas ce que vous pouvez me dire ce que c'est. Vous avez désactivé le micro? Personne pour répondre, d'accord. Oui, des adhérences. Et c'est à quel niveau ces adhérences? C'est à quel niveau? C'est quoi ça? Ce que vous voyez en bas? Non, 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 non. Ça, c'est le foie. C'est des adhérences périhépatiques. C'est pas que vous mangez pas beaucoup de foie. Donc ça, c'est le foie. Et là, c'est des adhérences, c'est ce qu'on appelle des adhérences en corde de violon. Donc comme vous voyez, c'est des adhérences en corde de violon. Ça a un nom, ça s'appelle le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Fitz-Hugh-Curtis. Donc ça a un nom. Et donc c'est ce qu'on appelle, c'est une périhépatite. Souvent, elle peut faire suite à une infection génitale haute. Alors, le plus souvent, c'est le chlamydia qui va nous donner beaucoup d'adhérence comme ça. Et quand ça va vers en périhépatique, ça nous donne ça. C'est le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis. C'est des adhérences en corde de violon. Là, c'est un nodule endométriosique. Comme vous voyez, c'est bleuté, c'est un petit peu bleuté. Après, quand c'est de plus grands nodules, si on transperce, on a un liquide brun chocolat qui va sortir de ces petits nodules. Alors là, on va passer aux douleurs pelviennes aiguës. Alors, les douleurs pelviennes aiguës. Oui. On vous demande les conséquences des adhérences hépatiques. Alors, ça donne des douleurs périhépatiques chroniques. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de quoi. Alors, on passe au. Oui. Par rapport aux douleurs périhépatiques, est-ce qu'elles accompagnent les douleurs pelviennes ou elles viennent toutes seules? Souvent, la cause, elle est d'origine, elle vient donc, l'origine, c'est souvent une infection pelvienne. Donc, automatiquement, souvent, on a une douleur pelvienne, on a une infection génitale haute qui s'est un petit peu généralisée et qui est venue donc en périhépatique. Et là, ça nous donne ces adhérences. Donc, souvent, ces patientes-là, quand on ouvre ou quand on fait une cellio, on va trouver beaucoup d'adhérences, que ce soit au niveau utérin, que ce soit digestif. Et là, en périhépatique, surtout si la patiente nous rapportait des douleurs hépatiques, quand on voit ça, ça nous fait un petit peu le diagnostic et on comprend ces douleurs. On comprend d'où viennent ces douleurs. Voilà. Donc, ensuite, on va passer. Je vous en prie.
Ensuite, on va passer aux douleurs aiguës. Donc, il faut savoir que les douleurs pelviennes aiguës, donc il y a urgence de diagnostic. Donc, il faut rapidement faire le diagnostic le plus vite possible, faire son examen clinique le plus vite possible, évaluer l'urgence selon le faciès, parce que souvent le faciès, il nous oriente sur l'urgence de la pathologie. Donc, systématiquement, à partir d'un certain seuil de douleur, il faut rapidement mettre une voie veineuse, faire une échographie et des antécédents. Ensuite, on passe aux examens biologiques. Systématiquement, on va faire un bêta-HCG. C'est la première analyse qu'on fait. Pourquoi? Parce que douleur pelvienne aiguë chez une femme en âge de procréer, c'est une GU. C'est la première urgence qu'on doit évoquer. C'est la grossesse extra-utérine. Une fois qu'on a éliminé la grossesse extra-utérine, là, on est plus à l'aise. On commence à chercher une autre étiologie, on va dire, un peu plus, avec un peu plus de sang-froid. Donc, une formule, une CRP pour voir est-ce qu'il n'y a pas une formule pour pour voir s'il n'y a pas une hyperleucocytose, une CRP pour voir s'il n'y a pas un syndrome inflammatoire. Donc, pendant la grossesse, la vitesse de sédimentation est physiologiquement augmentée. Donc, la VS, elle ne sert à rien du tout pendant la grossesse. C'est l'hyperleucocytose et l'augmentation de la CRP qui va nous orienter sur le syndrome inflammatoire. Après, il faut savoir aussi que pendant la grossesse, il y a une hyperleucocytose physiologique qui peut aller jusqu'à 15 000. Donc, souvent, quand on a une patiente qui est enceinte, quand on fait le bilan, si on trouve une hyperleucocytose à 11 000, 12 000, on ne s'inquiète pas. Contrairement aux patients aux femmes qui ne font pas de grossesse. Donc, c'est à partir de 15 000 qu'on se dit que, voilà, il y a une hyperleucocytose, qu'il y a probablement une infection derrière cette hyperleucocytose. Après, on fait systématiquement un bilan urinaire, un ECBU. Ensuite, bien sûr, le reste des bilans va être orienté selon notre examen clinique et notre interrogatoire. Une patiente qui fait de la fièvre, on va penser à faire des hémocultures. Voilà, faire un BPO si on voit qu'il y a urgence, que c'est peut-être une GU, qu'on va probablement l'opérer dans le cadre de l'urgence. Donc, on va faire rapidement un groupage, une formule NTP, voilà, le bilan d'hémostase. Pensez à faire un prélèvement de l'endocole ou vaginal si on pense que c'est une infection génitale aiguë. Si à l'examen sous spéculum, on met notre spéculum, on voit qu'il y a des lochies un petit peu, enfin des lochies. Si on voit qu'il y a des leucorrhées un petit peu, on va dire, louches ou malodorantes, on va avoir systématiquement le réflexe de faire un prélèvement de l'endocole, un prélèvement vaginal, une échographie rénale si on est orienté vers une étiologie rénale, si on a une manœuvre d'ébranlement qui est positive, avec des signes d'infection urinaire. Systématiquement, on demande une échographie rénale pour voir est-ce qu'il n'y a pas une obstruction, est-ce qu'il n'y a pas un abcès rénal. Ensuite, on cherche donc après, si ces étiologies, si ces examens complémentaires ne nous ont pas suffi, on va peut-être repasser, généralement, ça c'est assez rare qu'on arrive jusque-là, souvent l'échographie suffit, on va peut-être passer à une IRM, TDM, voire célioscopie. Les étiologies des douleurs pelviennes aiguës, comme je vous ai dit, la première étiologie à laquelle il faut penser, c'est la GU. Donc la GU, il y a urgence de faire le diagnostic et souvent urgence thérapeutique. Parce que souvent la GU, voilà, il faut savoir que la GU, si on la prend en charge assez rapidement, c'est pas très méchant, mais une GU rompue qu'on peut, voilà, qui vient dans un état de choc, on peut perdre notre patiente. Donc, il ne faut pas prendre à la légère les GU. Ensuite, on a les salpingites, c'est tout ce qui est donc infection génitale haute aiguë. Et là, souvent, lorsqu'on fait l'échographie, on va trouver une masse anéchogène, c'est le pyosalpinx. Et à l'examen sous spéculum, on va trouver des leucorrhées, souvent qui montrent qu'il y a une infection, des leucorrhées malodorantes ou louches. Et au toucher, on va trouver une douleur à la mobilisation utérine. Donc là, ça nous fait penser à la salpingite. Ensuite, on a la torsion d'annexe. Alors, la torsion d'annexe, il faut savoir que c'est un diagnostic vraiment difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il est, on va dire, à 99% clinique. Alors, vous allez trouver dans les bouquins donc, on va vous décrire un arrêt de la vascularisation, etc. Mais il faut savoir que c'est vraiment, vraiment pas évident et pas toujours présent.
On n'a pas souvent ce signe-là à l'échographie. Donc, non seulement ce n'est pas évident à trouver, en plus, ce n'est pas toujours présent. Donc, le diagnostic de la torsion d'annexe, il est clinique. On ne va pas s'amuser à ouvrir toutes les jeunes filles qui viennent pour des douleurs pelviennes en se disant que c'est une torsion d'annexe. Donc, il faut savoir que la torsion d'annexe, généralement, c'est une douleur vraiment intense, avec souvent une contracture abdominale, des nausées, des vomissements. Souvent, on a cette symptomatologie-là qui est vraiment bruyante et qui va nous faire penser à la torsion. Il faut savoir aussi qu'un ovaire ne se tord, généralement, il n'y a pas d'ovaire qui se tord tout seul. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de kyste ou de tératome, c'est rare qu'il y ait une torsion d'annexe. Généralement, il y a quelque chose qui fait que l'ovaire est plus lourd, qui va faire qu'il va s'enrouler autour de lui-même. Voilà. Après, ça existe les torsions d'annexe sans kyste, mais c'est vraiment rare. Donc là, c'est un diagnostic clinique, échographique, voire IRM. Et comme je vous ai dit, les signes radiologiques, ils ne sont pas évidents à faire. Après, généralement, quand on suspecte ça, quand on a une colonne de cellio qui est disponible aux urgences, c'est simple. On fait une céliodiag, et au pire des cas, ce n'est pas grave. C'est des toutes petites, voilà, l'incision, elle n'est pas si elle n'est pas si grande. Donc, ce n'est pas méchant, on fait une célioscopie diag. Et puis, si ce n'est pas une torsion, ce n'est pas grave. Par contre, quand on n'a pas de colonne de cellio, là, ce n'est pas évident d'aller faire une incision sur une patiente qui présente des douleurs, alors des douleurs qui ne sont pas forcément caractéristiques d'une torsion d'annexe. Ensuite, on a les kystes hémorragiques de l'ovaire. Donc ça, c'est vraiment fréquent. La majorité des jeunes filles qui consultent aux urgences pour des douleurs pelviennes, souvent, c'est des kystes hémorragiques de l'ovaire. C'est tout à fait bénin, c'est pas méchant. C'est des patientes qu'on va mettre sous antalgique, qu'on va mettre au repos, qu'on va surveiller sur 6 à 12 heures grâce à des formules et grâce à l'échographie. Souvent, on va trouver un kyste hémorragique et on s'assure juste que ça ne saigne pas beaucoup parce que souvent, c'est un petit saignement qui finit par se tarir. Donc, on la garde en surveillant 6 à 12 heures pour s'assurer que le saignement n'est pas actif. Ensuite, on la libère. Ensuite, on a les causes non gynécologiques, tout ce qui est colique nephrétique, infection urinaire, appendicite, occlusion intestinale. Donc là, ça révèle d'un traitement spécifique. Donc généralement, chez les patientes qui consultent pour des douleurs pelviennes, on s'assure qu'il n'y a pas de GU, on s'assure qu'il n'y a pas de kyste de torsion d'annexe. Une fois qu'on a éliminé les urgences gynécologiques, on se dit là, non, ça veut dire que c'est probablement d'origine digestive. Donc là, on va l'orienter pour un avis d'un confrère en chirurgie générale. Donc là, je vous ai mis un petit schéma pour, on va dire, voilà, un petit tableau pour bien vous orienter dans votre prise en charge, dans votre, dans votre recherche d'une étiologie, dans le diagnostic étiologique. Voilà. Et selon l'examen clinique et les examens complémentaires, ça va vous orienter vers une pathologie. Donc, à la fin, vous avez toutes les pathologies, pyélonéphrite, colique néphrotique, appendicite, infection génitale haute, torsion de fibrome. Alors, torsion de fibrome, c'est quelque chose qui est vraiment rare. C'est les fibromes sous-séreux pédiculés. C'est très, très rare. Déjà que ces fibromes-là, il n'y en a pas beaucoup. En plus, pour qu'ils se tordent, c'est rare. Nécrobiose, par contre, ça arrive. C'est lorsque la vascularisation, il y a une altération de la vascularisation du fibrome. Donc, il va commencer à se nécroser, il va devenir mou, il va donner des douleurs et un fébricule. Ça donne des douleurs pelviennes. Rupture de kyste, hémorragie, torsion d'annexe, GU ou grossesse intra-utérine. Parce que une menace d'avortement, par exemple, ça donne une douleur pelvienne. Voilà. Donc, il ne faut pas forcément se dire, si on trouve un bêta-HCG qui est positif, il ne faut pas forcément se dire c'est une grossesse extra-utérine. Ça peut être une grossesse intra-utérine et la patiente nous fait une petite menace. Voilà. Alors là, c'est une image d'une torsion d'annexe. Comme vous voyez, il y a des tours de spire. Là, il y en a un. Il y a deux tours de spire. Et on a un volumineux kyste. Et voilà, l'ovaire, il commence à se nécroser. Alors, la conclusion, donc, il faut savoir que les étiologies des douleurs pelviennes sont nombreuses. Généralement, donc, on pense à l'origine gynécologique. Après, il faut toujours éliminer les urgences, donc les urgences de prise en charge immédiate, c'est la GU.
Donc, c'est la première chose à laquelle il faut penser. Chez la jeune fille en activité génitale, qu'elle soit mariée ou pas, d'accord? Ensuite, après ça, on peut penser ensuite à des causes fonctionnelles. C'est tout ce qui est kyste hémorragique, torsion d'annexe, pour les douleurs aiguës. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis à vous. Docteur, s'il vous plaît, Oui? par rapport aux examens complémentaires, quel est l'examen complémentaire qui a le plus de place dans le diagnostic enfin, pour faire le diagnostic quand il s'agit des douleurs pelviennes? Est-ce que c'est l'échographie? Ah, non, non. Le premier examen qu'il faut faire, c'est le bêta-HCG. D'accord. Vous allez trouver ça même dans les trucs français. Si vous ne mettez pas bêta-HCG, donc douleur pelvienne aiguë, vous pouvez remplir votre feuille et vous donne un 0. Vous pouvez mettre D'accord. toutes les pathologies qui existent, mettre tout le cours, le cracher sur votre feuille. Si vous oubliez le bêta-HCG, c'est 0. D'accord, merci. Après, bien sûr, c'est sûr que l'échographie, elle a sa place. Parce que s'il y a un épanchement, si on voit que la patiente, elle va vraiment mal, on ne va pas s'amuser à attendre d'avoir le résultat de bêta-HCG pour lui faire une échographie. On va trouver un épanchement de grande abondance. On va avoir une patiente qui n'est pas très, très stable sur le plan hémodynamique. Et là, c'est une urgence chirurgicale. On ne va pas attendre le résultat du bêta-HCG. On va rapidement la prendre au bloc. Donc, ça dépend vraiment de l'état hémodynamique de la patiente. Mais Est-ce que, Mhm. oui. Est-ce que par rapport, par exemple, quand il s'agit des adhérences, est-ce que l'échographie nous oriente pour le diagnostic? Non, c'est la cellule. Non, c'est la cellule. L'échographie, en matière d'adhérence, on ne peut pas voir les adhérences à l'échographie. D'accord, C'est la cellule. d'accord, merci. Oui, oui, ça peut se voir chez l'homme aussi. Alors, signe radiologique au cours d'une salpingite. Signe radiologique au cours d'une salpingite, on peut avoir un petit épanchement, on peut avoir des images anéchogènes latéraux-utérines, c'est les pyosalpinx. On peut avoir des abcès tubo-ovariens. Voilà, c'est des collections anéchogènes en tubo-ovarien à côté de l'ovaire ou sur l'ovaire carrément. Donc, ces collections-là, associées au syndrome inflammatoire, associées aux douleurs, va nous orienter vers une infection génitale haute. Voilà, tout ça avec la fièvre, etc., ça va nous orienter systématiquement. Signe radiologique, donc comment faire la différence entre la GU? Alors, la différence, bon, déjà, bien sûr, échographiquement, si on a une image latéro-utérine, qu'on voit un embryon, c'est sûr qu'on ne va pas se poser la question. Mais s'il y a une ambiguïté, si on ne trouve pas d'image latéro-utérine, là, c'est la cinétique du bêta-HCG. Là, je pense que quand vous allez faire le cours de grossesse extra-utérine, il va vous expliquer. Parce que dans une grossesse intra-utérine qui évolue normalement, toutes les 48 heures, on va avoir un dédoublement du taux de bêta-HCG. Alors que quand c'est une grossesse extra-utérine, généralement, ça ne double pas. Ça augmente un petit peu, mais ça ne double pas. Donc, la cinétique du bêta-HCG associée à l'échographie, ça va nous orienter vers Mais là, généralement, quand il n'y a pas de masse latéro-utérine, ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence thérapeutique. Généralement, c'est des patientes qu'on va garder sous surveillance et on va faire une courbe de grossesse de bêta-HCG. En parallèle, on surveille échographiquement, on voit est-ce qu'il n'y a pas un sac qui va apparaître. Donc, c'est comme ça qu'on fait la différence entre la GU et la grossesse intra-utérine. Alors, la nécrobiose, c'est comme je vous ai expliqué, c'est quand il y a... Parce que les fibromes, ils ont tendance à augmenter de volume. Et au fur et à mesure, parfois, il peut y avoir une petite altération de leur vascularisation. Et là, c'est ce qui va nous donner une nécrose. C'est ce qu'on appelle une nécrobiose aseptique. Et cette nécrose-là va faire que déjà, l'aspect échographique il va changer. Un fibrome qui n'est pas en nécrobiose, généralement, c'est blanchâtre. Voilà, c'est une image vraiment typique. Mais quand il y a une nécrobiose, on a des plages anéchogènes. À l'intérieur du fibrome, c'est hétérogène. Et puis, c'est mou, ça devient mou. Ça donne des douleurs, parfois assez violentes. Et elles sont souvent accompagnées d'un fébricule. Donc, c'est comme ça que se fait la nécrobiose. Alors, là, c'est comme je vous ai dit, c'est l'échographie couplée donc à la cinétique de bêta-HCG.
ECBU, oui, oui, on les fait systématiquement. Quand on a une douleur pelvienne, on les fait systématiquement parce que ça nous oriente quand même. Surtout, encore plus chez la femme enceinte. Alors, douleur de Bartholin, comme je vous ai dit, les bartholinites, ce n'est pas des douleurs pelviennes, c'est des douleurs périnéales. C'est-à-dire que c'est des douleurs qui vont se faire au niveau de la vulve. Généralement, on va avoir une tuméfaction. Alors, quand c'est un kyste de Bartholin, on va juste avoir une tuméfaction, mais c'est une patiente qui pourra s'asseoir. Mais la bartholinite, en elle-même, on va avoir une augmentation de volume d'une des lèvres. Donc, généralement, c'est la partie inférieure de la lèvre, donc qui va enfler. On va avoir des signes inflammatoires à type de rougeur. Et surtout, on peut avoir la fièvre et surtout, c'est la douleur. Généralement, c'est des patientes, c'est une douleur vraiment difficile à supporter. C'est des patientes qui n'arrivent même pas à s'asseoir sur une chaise. Donc voilà, si on a une patiente qui consulte pour une masse au niveau vulvaire, qui nous rapporte une douleur, qui arrive à s'asseoir normalement, qu'on examine normalement, sans qu'il y ait donc, voilà, c'est que la patiente se laisse faire, ça veut dire souvent que c'est juste un kyste de la glande de Bartholin. C'est pas forcément, c'est pas une bartholinite, parce que la bartholinite, ça fait extrêmement mal. Voilà, c'est des douleurs au niveau vulvaire, pas pelvienne. Comme je vous ai dit, la différence entre la GU et la menace, c'est, alors, soit on a une image latéro-utérine, on a une cinétique de bêta-HCG qui nous montre que c'est une GU. Là, on va décider selon, parce qu'il y a un score qu'on appelle le score de Fernandez, ça nous oriente. Donc, il y a plusieurs petits, donc selon les signes cliniques, le bêta-HCG, etc. On va scorer notre patiente et on va décider de est-ce qu'on va faire un traitement médical, chirurgical ou autre. Donc là, c'est quand c'est bon, on a vu la masse latéro-utérine, on a vu que le bêta-HCG, il évolue pas normalement. Donc là, on est sûr que c'est une grossesse extra-utérine. Après, si on a un doute, là, on la surveille. On ne fait que la surveiller. On n'ouvre pas une patiente sur un doute de GU. Non, on n'hospitalise pas une patiente pour une exploration. Alors, à moins que la douleur soit vraiment invalidante, et encore, même si elle est invalidante, là, on va penser à une endométriose, et là, on n'a rien à lui faire. Qu'est-ce qu'on va lui faire en l'hospitalisant? Il n'y a rien à faire. L'exploration, elle se fait en ambulatoire, elle ne se fait pas en hospitalisant. L'hospitalisation, c'est juste quand on pense qu'il y a possibilité que cette patiente passe au bloc opératoire. Voilà. Quand on trouve une étiologie, donc la première chose à éliminer, c'est les urgences chirurgicales. Une fois qu'on a éliminé les urgences chirurgicales, là, on va faire notre bilan étiologique. Généralement, c'est un bilan étiologique. Une fois qu'on a éliminé ces urgences-là, on va le faire donc, à tête reposée. Donc, on le fait généralement en ambulatoire. Bêta-HCG en complète par une échographie. Si, l'échographie. Alors, il faut savoir, en France, ils ne font pas l'échographie systématique. Mais nous, généralement, tout ce qui est consultation, que ce soit gynéco ou obstétrique, l'échographie, elle est systématique. Donc, parce qu'il y a souvent un échographe juste à côté, donc on le fait systématiquement, même si on a un bêta-HCG négatif, parce qu'on se dit peut-être que c'est un kyste, peut-être qu'il y a un volumineux kyste, et là, c'est un kyste qui a une douleur pelvienne aiguë, que c'est vraiment, qui a un faciès qui est vraiment altéré, on se dit que c'est peut-être une torsion de kyste. Donc là, il y a urgence thérapeutique. Salpingite. Oui, salpingite, les séquelles et les conséquences de la salpingite, c'est l'infertilité. Pourquoi? Parce que les infections génitales hautes donnent beaucoup d'adhérence. Et qui dit adhérence dit trompe en mauvais état. Qui dit trompe en mauvais état, c'est-à-dire souvent elles sont obstruées. Et là, on a une altération de la fertilité. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Urgence chirurgicale. Ben écoutez, c'est les deux urgences. Après, bien sûr, on a le kyste hémorragique avec saignement actif. Là, comme je vous ai dit, un kyste hémorragique, on la surveille. À 99,99%, c'est rien du tout, on finit par la libérer. Après, il y a des rares cas où on a un saignement actif. Ou après 6 heures, quand on fait notre échographie de contrôle, on voit que l'épanchement, il a augmenté de taille. À la formule, on avait une hémoglobine qui était à 12 et là, ça a diminué. Donc là, on se dit que ça saigne et que ça continue de saigner. Donc, c'est une patiente qu'on va peut-être prendre en charge chirurgicalement.
Mais à part l'AGU, la torsion d'annexe, dans l'urgence ultime, si on a éliminé ces deux urgences-là, là, on se dit c'est probablement une urgence d'origine digestive. Et souvent, on oriente ces patientes-là en chirurgie générale. Parce qu'on a peur de passer, parce que s'il y a une douleur de la fosse iliaque droite, on a peur de passer à côté d'une appendicite. Ça peut être une occlusion, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, sur cette sphère-là, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'utérus et les ovaires, il y a aussi le système digestif. Donc, une fois que j'ai éliminé une cause d'origine, donc tout ce qui est GU, torsion d'annexe, une urgence chirurgicale gynécologique, il faut qu'on élimine une urgence chirurgicale en viscérale. Donc, systématiquement, on va orienter ces patientes-là en viscérale pour qu'eux prennent le temps d'éliminer leurs urgences chirurgicales à eux. Endométriose. Donc, diagnostic positif, c'est souvent, on a donc des éléments qui vont nous orienter dans notre interrogatoire. Ensuite, on a l'échographie, on peut trouver des endométriomes, parce que l'aspect échographique de l'endométrium est différent de celui d'un kyste. Et à la fin, on a l'IRM pelvienne qui va nous stader, nous donner donc, plus de détails sur ces lésions. Donc, l'endométriose, c'est la clinique, donc l'interrogatoire, l'échographie et l'IRM. Alors, la douleur chronique, déjà, il n'y a pas l'urgence, il n'y a pas le stress de faire un diagnostic sur place. Il faut prendre son temps. Et là, souvent, la douleur chronique, c'est beaucoup plus l'interrogatoire qui va nous orienter. Parce que généralement, si on a des antécédents chirurgicaux, on va penser à comme je vous ai dit, à des adhérences. S'il y a une notion d'accouchement vraiment traumatique, on va penser au syndrome de Master et Allen. S'il y a une symptomatologie intermenstruelle ou autre, on peut penser à une endométriose. Douleur pelvienne chronique, c'est surtout ces pathologies-là qui reviennent. Tout ce qui est adhérence, etc. Donc là, souvent, le diagnostic, il se fait grâce à un interrogatoire, un examen clinique bien précis. Après, bien sûr, l'endométriose, elle a des signes échographiques. Donc, on va avoir un utérus globuleux, on va avoir, donc voilà, on a tous les signes de l'endométriose ou de l'adénomiose. Les adhérences, le diagnostic, il est célioscopique, ça veut dire que c'est la céliodiag qui va nous orienter. Voilà. Donc, sinon, c'est beaucoup plus, les examens complémentaires, ils n'ont pas beaucoup de place dans la douleur pelvienne chronique. C'est surtout l'interrogatoire et notre examen clinique qui va nous orienter. Je vous en prie. On a fini? Docteur, pardon. Pour les adhérences, quel est le traitement La idéal? désiolyse. Comment? La désiolyse. D'accord, merci. On ouvre, on enlève les adhérences et on referme. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, si vous voulez, on passe au deuxième cours. Ok, parfait. Parfait, D'accord. parfait. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire comme deuxième cours? Ah, Euh, souffrance fœtale aiguë et chronique, c'est bon. Souffrance fœtale, oui. Ouais, ouais.